Bienvenue à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous nous plongerons dans les mystères de la Rome antique pour explorer les fascinantes pratiques divinatoires qui ont façonné la vie quotidienne de ses habitants. Dans un monde où les dieux et les déesses étaient omniprésentes, la quête de connaissances sur le futur et les augures du destin revêtait une importance cruciale. Les Romains considéraient qu'il y avait un pacte entre les hommes et les dieux, la Pax Deorum. La Pax Deorum était considérée comme un contrat liant les hommes aux dieux. Les Romains consultaient les dieux avant d'agir pour obtenir leur approbation. Et en retour, les dieux protégeaient et assuraient leur réussite. Pour garantir que ce lien ne soit pas rompu, les Romains avaient recours à la divination. La divination, du verbe latin divinare, deviner, présager, prévoir, équivalent de mantike en grec, avait non seulement pour but de prédire l'avenir, mais aussi et surtout de donner à voir la volonté des dieux. La religion, à l'époque des Romains, n'était donc pas sujet à la foi ou à la croyance comme le christianisme. Elle conditionne chaque instant de l'existence et n'était pas tant un devoir religieux qu'un devoir civique. À tout moment du jour ou de la nuit, pouvait se présenter un signe de mauvais augure. Si un Romain trébuchait sur le seuil de sa maison en partant de chez lui, il pensait qu'il valait mieux ne pas sortir ce jour-là. Et si un coq chantait pendant un banquet, on cessait aussitôt de manger et l'on faisait des exhortations pour conjurer le mauvais présage. Il en allait de même pour les affaires publiques. Avant de réunir une assemblée, de choisir un magistrat ou de se lancer dans une bataille, on considérait comme indispensable de consulter la volonté des dieux, afin qu'ils garantissent des résultats favorables. Les Romains utilisaient donc différentes formes de divination, chacun jouant un rôle distinct dans la prise de décisions politiques, militaires et personnelles. Les auspices, les aruspices et les livres sibyllins étaient autant de moyens par lesquels les Romains cherchaient à interpréter la volonté des dieux et à anticiper les événements à venir. Tout d'abord, discutons des augures et de leurs auspices. Augure, deux sens, du latin augurium, le présage, ou de augur, le devin qui réalise le présage. Les augures désignaient donc les prêtres, qui étaient chargés de faire office d'interprètes des volontés de Jupiter, maître des signes. Ils interprétaient donc les phénomènes naturels qui provenaient alors des dieux. Pour faire ces interprétations, ces augures observaient principalement le comportement des oiseaux. Les différents types d'auspices. L'une des premières formes de divination était les auspices. Auspicium, de avis, oiseau et spicere. Observer. L'observation des oiseaux. On appelait auspicia in petravia ceux qu'on sollicite, qu'on consulte avant une guerre, avant une décision politique. On observait alors directement les oiseaux. Les oiseaux, il y en avait deux types. Les alites, qui offraient des signes par leur vol, vautours, aigles et faucons, et les ocines, corbeaux, corneilles et hiboux, dont on interprétait le cri. Parmi ces oiseaux, également, une hiérarchie. L'aigle et le pivert pouvaient être considérés comme les grands boss des oiseaux. À partir du 1er siècle avant Jésus-Christ, quand les hospices traditionnels étaient dans un bad mood, on commença à regarder leur appétit. Question d'économie d'énergie, c'est vachement long d'observer le ciel. On appelait ça le tripudium, ou l'observation des poulets sacrés. C'est ça. Je vois pas en quoi c'est une bonne nouvelle, mais c'est ça. Enfin, les augures interprétaient aussi les signes venant du ciel, tels le tonnerre, les éclairs ou les nuages. C'était alors des auspicia ablavitia, qui se présentent d'une façon inattendue. Petite méthode de la prise des auspices. Le matos d'un augure, une colline. Une tente pour la mettre sur la colline et pour dormir. Un siège pour mettre dans la tente. Une trabéa,
une tove un peu spéciale. Et, le plus important, le lituus, un bâton augural avec une extrémité courbée. Une procédure parfaitement réglée. Il trace avec son bâton un périmètre sacré, le templum, sur lequel il va entrer en connexion avec Jupiter. Puis, il se tourne vers le nord, de manière à avoir l'ouest à gauche et l'est à droite. Et là, c'est magique. S'il voit un oiseau volant à droite, dexter, les dieux sont favorables. Et s'il passe à gauche, sinister, quick, c'est mort. Fichu, les dieux, ils étaient défavorables. Vous savez, dans notre métier, il vaut mieux passer pour un fou que pour un imbécile. Alors là, vous risquez pas la camisole, vous. Quelques points historiques. On racontait que la prise des hospices remonterait aux origines de la ville, à sa fondation avec le fameux mythe de Romulus et Rémus. En effet, comme le veut la légende, pour savoir qui fondera la nouvelle ville, Rémus se positionna sur l'Aventin et Romulus sur le Palatin. Romulus voit 2 fois plus d'oiseaux que son frère. Il est désigné par les dieux, puis Rémus meurt. Bref, ils ont pratiqué les hospices. Plus tard, on attribue à Numa Pompilius, deuxième roi de Rome, la fondation du collège des augures. Apparemment, ce collège comptait à son origine 3 membres, chiffre que le roi Tarquin porta à 6 et que César éleva finalement à 16. Au 1er siècle avant Jésus-Christ, c'est ce collège qui fondait la science augurale et ses articles principaux. L'importance des hospices dans la vie romaine. Les hospices étaient généralement pris par la suite par un magistrat, assisté par un augure pour des décisions aussi bien politiques que militaires. Les hospices étaient obligatoires dans de nombreuses circonstances de la vie de l'État romain. On les réalisait par exemple lors de la prise des principaux magistrats, comme les consuls, les censeurs, les tribuns militaires. Un battement d'aile d'un oiseau pouvait faire dissoudre l'Assemblée ou le Sénat, annuler des séances et faire démissionner un consul. Un simple « pour un autre jour » suffisait, nous rapporte Cicéron. À la guerre, il était impossible d'engager le combat sans consulter les hospices. Un exemple frappant est celui rapporté par Tite-Live. L'armée romaine ne pouvant prendre l'initiative d'attaquer l'armée étrusque parce que le dictateur Camille, Marcus Furius Camillus, avait le regard posé sur la citadelle de Rome, pour recevoir des augures qui s'y trouvaient, le signal convenu dès que les oiseaux seraient d'hume favorable. Ça nous montre encore une fois l'importance de la divination chez les Romains. Par ailleurs, les augures n'étaient pas des médiateurs entre le dieu et les hommes, mais comme le dit Cicéron, des interprètes de Jupiter. Les vrais intermédiaires, internuntiae lois, dont se servait le dieu pour communiquer avec les hommes, étaient en fait les oiseaux, pas les augures. Mais, pour tout vous dire, les Romains ne rivalisaient pas au niveau des pratiques divinatoires avec leurs voisins étrusques et grecs. Ces derniers, ayant leurs grands sanctuaires et leurs oracles, les Romains adoptèrent par ailleurs la Sibylle de Cume, une oracle qui se servait des livres sibyllins pour lire les volontés des dieux. Mais, et cette pratique avait un petit inconvénient. Elle ne disait pas l'avenir. Elle ne faisait que déterminer ce qui était face et ce qui était néfaste. Autrement dit, ce qui était autorisé ou interdit. Mais vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. C'est pourquoi il existe les aruspices. Aruspices. Au début du IIe siècle avant Jésus-Christ, les Romains adoptèrent les aruspices étrusques.
C'est en fait un exemple assez rare de l'adoption d'un culte étranger dans les civilisations antiques. Les Étrusques, un peu les prédécesseurs de la civilisation romaine, avaient eux aussi leurs pratiques divinatoires, étant considérés par ailleurs comme le plus religieux des peuples, dont les hospices d'Étrurie. Les aruspices étaient donc des prêtres pratiquant l'aruspicine, aruspex, d'une racine étrusque aru, entrailles, et de scipio, regarder. Regardez les entrailles donc. C'est ça la puissance intellectuelle. Bac plus 2, les enfants. Lorsque les Romains ont envahi l'Étrurie au IIIe siècle avant Jésus-Christ, ils adoptèrent ces pratiques divinatoires des plus étonnantes. Les aruspices furent consultés en privé depuis la conquête de l'Étrurie et durant la durée de l'Empire romain. Le Sénat romain tenait la discipline étrusque en grande considération et consultait les aruspices avant de prendre des décisions, car contrairement aux augures, pouvaient répondre à des questions plus complexes. Aruspice, mode d'emploi. 1. Il fallait tout d'abord avoir un animal sacrifié, dans une cérémonie préalable. Ensuite, les gentils dieux grignotent amicalement mon sacrifice. Excellent, merci pour le bon sacrifice. Tenez, prenez encore du sacrifice. Non, je n'en ferai rien, j'en ai eu assez. Écoutez, je vais être affreusement vexé si vous n'en prenez pas. Mais je n'ai plus de place pour un autre sacrifice, ok? Mais enfin, vous êtes tout maigre. Bon, écoutez, ça suffit maintenant, j'en ai eu assez, hein? Les dieux avalent le sacrifice. Ils sont reconnaissants. Ils me donnent un peu de leur eau. Ensuite, je vous la redonne. Quoi? Et ça va marcher? Non. Enfin, oui. En général, c'était des petits animaux de bétail, comme les moutons ou les cochons, parfois des bœufs. 2. C'est alors que l'aruspice invoquait des divinités qui présidaient aux différentes parties de l'organisme. Cette prière faisait de l'animal un temple, à l'intermédiaire duquel les divinités pouvaient s'exprimer. 3. Maintenant le devin pouvait ouvrir les entrailles de la bête. 4. Il s'intéressait ensuite aux viscères de l'animal, après l'avoir finement découpé, mais principalement le foie. 5. La procédure commence. L'aruspice tient le foie, encore fumant dans sa main gauche, et le palpe avec la droite, en posant le pied sur une roche et orientant le foie vers le sud. 6. L'aruspice, alors, observe, analyse s'il est bien en point bien ferme, ou si au contraire il est flasque et livide, présente des anomalies de forme, de couleur, s'il y a quelques petites protubérances, tout cela afin de déterminer les volontés des dieux et l'avenir. Le foie lui-même est très beau, de taille normale, et ceci confirme les données préopératoires, donc on va pouvoir procéder au prélèvement. Pour cela, ils avaient un outil, un peu le collatinus des aruspices. Un petit foie en bronze de petite dimension, comme le foie de Plaisance, découvert dans cette ville en 1878 et sur lequel étaient gravées 40 petites cases et un bandeau avec 14 noms de régions célestes et donc de dieux. Par ailleurs, elle était divisée en 2 régions, une pour les divinités célestes et une pour les divinités terrestres, le bien et le mal. L'examen se terminait avec la cuisson des viscères, la rate, l'estomac, les reins, le cœur, les poumons et le foie, qu'il brûlait dans la flamme de l'autel, en saupoudrant le tout de farine salée. C'est ainsi qu'avec toutes ces observations de ce foie dégoulinant de sang, les devins étrusques lisaient l'avenir. La mort de César. Comme nous vous l'avons précisé, les aruspices étaient considérés par le peuple romain. Pourquoi? Eh bien parce que ça marchait vraiment bien. Au Zide de mars 44, avant Jésus-Christ, le Sénat se réunit dans la curie de Pompée. On fait le sacrifice, comme avant chaque réunion. Et là, le prêtre présent, un aruspice étrusque, observe et analyse des entrailles. Vous appelez ça un steak saignant? Il est carbonisé. Misère de misère.
il manque cette petite pyramide que l'on voit sur le foie de Plaisance. Cette petite pyramide qui, Chaque aruspice le sait, apporte destruction, désolation. Il lui dit alors « César, tranquille, laisse passer la journée, c'est dangereux. » Eh ben, comme vous le savez, 23 coups de couteau le jour même. Das ist eine kolossale Konspiration. Preuve que les aruspices, mais ça marche super bien. Critique des pratiques. les hospices et les aruspicines avaient donc leur popularité dans la civilisation romaine. De par la forte croyance des dieux qui gouverneraient l'existence, de par les observations accumulées et la croyance d'une mauvaise observation lors d'une prédiction non réalisée. Avec des philosophes, les stoïciens notamment, qui fondent rationnellement la divination. Sénèque disait « Tout ce qui arrive est le signe d'un événement futur ». Mais ces prédictions avaient également leurs critiques. Le peuple se méfiait des charlatans, et la profusion des aruspices à Rome et des aruspices de village, pour beaucoup de besoins de divination privée, faisait qu'ils étaient parfois perçus comme tels. À titre d'exemple, Caton disait « Deux aruspices ne peuvent pas se regarder sans rire ». Les philosophes formaient également une critique de la divination. Les épicuriens, qui ne croyaient pas à la providence et au destin, ou les partisans du scepticisme, qui évoquaient le fait que si l'avenir est déterminé, les présages ne servent à rien. Et s'il est indéterminé, les présages n'auraient aucune utilité. Un des plus grands critiques de la divination, c'est Cicéron, dans son ouvrage De la divination. Ce philosophe a développé des arguments contre toute divination, les hospices, les aruspices ou les livres sibyllins, avec 2 points primordiaux. L'observation dépend de la contrée où le présage est fait, et les observations ne reposent donc sur aucune cause rationnelle. Les signes peuvent se contredire, et si les dieux existaient, ils n'arriveraient donc pas à transmettre clairement leur message à la race humaine, ce qui nuit à leur prétendue majesté. Mais Cicéron considère la divination comme un héritage. Il est conservateur et considère que la divination ne sert pas tant à consulter les dieux, mais qu'à maintenir un équilibre dans un ordre public fondé sur ces pratiques.